Una stonda di spartira e di cultura, un'émission d'André Casabianca. La galerie Noir et Blanc présente donc trois artistes, c'est-à-dire Claudia Battesti, Tony Casalonga et José Pigne. Et j'ai le plaisir d'être à côté de Tony. Alors Tony, il nous fait comme à chaque fois voyager, mais voyager vraiment très 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 loin. Et là, il y a un personnage central dans cette exposition, c'est Hercule. Et alors c'est bien connu, hein, les 12 travaux d'Hercule. Et Tony s'y est mis, mais vraiment avec beaucoup de talent, toute une série. Mais on ne va pas parler que d'Hercule. Voilà. Alors, Tony, ce travail que vous avez appelé d'ailleurs Métabola, et quelle est la signification que vous donnez à ce terme? La métabole, c'est une figure de rhétorique, mais aussi une figure musicale. C'est un changement de ton pour la musique ou de sens pour les mots. On répète, mais différemment, et du coup, ça change complètement de l'univers, en quelque sorte. Et en fait, moi, ce que je voulais raconter, c'est les aventures de l'homme et de la nature, aussi bien la nature sur la forme végétale que la nature animale, et qui s'interpénètrent d'une manière permanente, et on finit par trouver normal que, au fond, un corps de cheval et un torse d'homme, mais c'est un centaure, oui, mais j'ai presque l'impression que place du marché ce matin, il y avait quelques centaures. Oui. Et quelques nymphes aussi, Oui, sans oui, doute, oui. nés d'un arbre. Oui. Et bien c'est quoi? Vous cherchez l'origine, mais vraiment dans le très fond, dans le, enfin des origines tout à fait classiques, hein, puisque tout le monde, quand on dit par exemple les 12 travaux d'Hercule, tout le monde dit ah bah oui, 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 mais il n'y a pas grand monde qui les identifie, on va dire. Oui, et effectivement, par exemple, les écuries d'Augias, tout le monde sait qu'il s'agit de poubelles, des choses à nettoyer. Mais quand le sujet m'a été proposé d'ailleurs par un musicien, Roland Rabédian, de travailler pour illustrer la commande qu'il a passée, lui, à 12 auteurs et 12 compositeurs, que pourraient être aujourd'hui des travaux aussi difficiles que les 12 travaux qui ont été confiés, demandés et obligés à Hercule. Il est évident que, du coup, mon imagination s'est mise en marche, et sans aller chercher effectivement très loin, pour ce qui est des écuries d'Augias, évidemment c'est le problème des déchets dont on n'arrive pas à se débarrasser, et que Hercule réussit, lui, en détournant le lit d'une rivière, et d'un seul coup c'est le flot qui emporte toutes les ordures. Et je crains bien que ce flot nous emporte. Mais par exemple, comment j'ai traité le... Oui, sur le plan, disons, pictural, ou sur le plan comment le dessin est arrivé. Est-ce que vous avez reproduit, vous savez, les grands thèmes, quoi, ou alors vous avez un petit peu inventé certaines choses, hein? Alors j'ai fait en sorte que, effectivement, Hercule soit reconnaissable. Et à quoi on reconnaît Hercule? À sa massue, d'une part, et surtout au fait qu'il a une peau de lion, du lion de Némée qu'il a tué, qui lui sert en quelque sorte de cuirasse et qui le rend quasiment invincible. Et pour moi, par exemple, le lion, la peau du lion de Némée, qui le rend impénétrable au cou, ça m'a immédiatement fait penser aux batteries antimissiles qui protègent l'Ukraine, qui protègent Israël, qui nous protègent aussi peut-être en cas où. Donc vous avez essayé d'établir une relation avec ce qui s'est passé il y a des milliers, voire plusieurs milliers d'années, et notre vie actuelle, ou nos tourments actuels. Oui, c'est ce que, effectivement, j'ai tenté de faire dans cette suite, une suite de 12 gravures. C'est un gros travail de conception et technique. Et pour prendre simplement deux exemples, quand
une des tâches que doit accomplir Hercule, c'est de réussir à capturer Cerbère, qui a 3 têtes et 3 corps, qui garde l'entrée des enfers. Et je me demandais comment traduire ça et où est l'enfer aujourd'hui. Et par hasard, je tombe sur une photo de Fort Knox aux États-Unis où est enfermé le trésor du dollar, en quelque sorte, sous la forme de l'or. Ouais. Si tant est qu'il y soit. Et Fort Knox, c'est une construction en béton, et pour montrer la solidité, que c'est absolument impénétrable, au-dessus, ils ont mis un char d'assaut, un tank Sherman. Ah oui, j'ai vu votre gravure, oui. Et dessus, il y a écrit en lettres gigantesques « Welcome to Fort Knox ». Et la photo que j'ai vue était découpée de telle manière que moi, j'ai lu « Come to Knox ». Bienvenue dans la nuit. Et oui, c'est en latino-anglais. Ouais. Vous avez un peu mélangé tout ça, métissé tout ça. Et c'est ce qui fait que ce travail-là est intéressant. Parce qu'on a un œil d'un côté, d'une période grandissime, etc. Et notre période à nous, quoi. Enfin, voilà. Mais vous n'avez pas fait qu'une série sur les 12 travaux d'Hercule. Vous avez fait, on retrouve beaucoup de vos, je ne vais pas dire votre imagerie, quoi. Voilà. Et cette imagerie, comment elle s'est constituée depuis très longtemps. Dans votre travail, on retrouve beaucoup cette imagerie. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu accompagner cette série qui est absolument récente, de ces 12 gravures, de ces 4 dessins et de cette peinture, 2 choses plus anciennes, pour en quelque sorte illustrer un parcours, un cheminement qui est effectivement qui suit une ligne qui n'est pas forcément rectiligne, mais dont on sent que les changements de direction ne sont que des détours pour aller quand même finalement au même endroit. Et il y a des œuvres qui ont 40 ans, là, que j'expose, des gravures, en même temps que, par exemple, la peinture que je viens d'accrocher, elle n'est pas encore tout à fait sèche. Oui, c'est bien. Vous prenez des risques un peu? Alors, la notion de risque en art, effectivement, elle se mesure. Oui. Mais elle se mesure à quoi? Moi, je me suis toujours posé la question, je n'ai jamais trouvé la réponse. Oui. Mais ce qui m'intéresse, effectivement, c'est la prise de risque. La prise de risque. Et il est évident que qu'est-ce que c'est qui est beau dans le trapèze volant? C'est que justement le trapéziste prend des risques et risque de tomber. Pourquoi c'est beau quand le docteur met la tête dans la gueule du lion? Parce qu'il risque de se faire croquer. Oui. Et l'artiste se doit un peu de prendre des risques, parce que le public aussi attend un peu ça. Hein, bon. Mais là, on est réconforté, hein, parce qu'on est vraiment dans de très très beaux dessins, très belles gravures. Et est-ce que par exemple à l'entrée vous avez mis, n'est-ce pas, est-ce que c'est ça, Métabola, est-ce que c'est ça qui représente votre travail aussi, voilà. Mais en vérité, ce crâne de bélier à 4 cordes qui m'a été donné par un ami berger, il me l'avait montré la photo et je croyais que c'était une construction, un montage. Et comme il m'assurait que c'était vrai, et pour me démontrer qu'il ne racontait pas des bobards, il est revenu avec ce crâne de bélier à 4 cordes. Et donc je me demandais, mais quel désordre de la nature a pu produire ça. Et en parlant avec un vétérinaire qui passait de mon atelier, il m'a dit, mais vous savez, il n'est pas impossible que ça soit suite au passage du nuage de Tchernobyl. Et je trouvais ça malheureusement tragiquement vrai. La nature, nous la mettons en désordre. C'est aussi ça le sens de mon travail. Oui, mais ça, c'est capital même dans votre travail, cette démonstration, hein, dans votre travail, cette remise en question, et puis voilà ce que nous sommes, ou voilà ce que nous sommes devenus. Oui, et pour justement être en plein dans l'actualité, ce que nous sommes devenus, quand Hercule
doit tuer l'hydre de Lerne, qui règne sur des marais pestilentiels, qui suffoquent par leur développement tout le pays. Qu'est-ce qui me vient à l'idée de dessiner un champ d'extraction pétrolifère? Alors Hercule, effectivement, n'y a pas mis les pieds. Ah non, je ne pense pas. Hein. C'est tout comme. Oui, ça y ressemble un peu. Ça y ressemble. Et ben voilà, j'espère qu'on vous a fait partager un petit peu l'univers de Tony Casalonga. Je vous engage d'abord, bien entendu, à venir voir l'expo jusqu'au 9 janvier. Et puis, en même temps, vous allez donner un petit coup de main à Hercule. Ça peut être possible de donner un petit coup de main à Hercule. Voilà. Je suis sûr que vous avez deviné. Nous sommes dans la galerie Noir et Blanc et il y a une autre exposition. Voilà. Alors, c'est l'exposition numéro 14. C'est important, le chiffre. Bon, là, elle commence ce soir jusqu'au 9 janvier. Donc, voilà, il y a 3 artistes, Claudia Battesti, Tony Casalonga et José Pini. Et à côté de moi, je suis sûr que vous allez voir, parce qu'il s'agit de Claudia Battesti. Voilà. Alors, elle présente une exposition. Et dans cette exposition, elle a intitulé cette expo « Promenade en forêt ». Alors, nous allons parler avec elle de son nouveau travail. Claudia, c'est donc un nouveau travail, mais comment vous avez préparé cette exposition? J'ai travaillé pendant de nombreuses années sur les gratte-ciels. J'ai voyagé beaucoup en Asie, où j'ai vu de nombreux gratte-ciels qui commençaient à être couverts de végétation. Dans ces pays-là, on commence à s'intéresser plus qu'ici à la végétation dans l'architecture. J'ai travaillé avec plusieurs écoles sur des thèmes de la ville imaginaire, hein, c'est ça, oui. Donc on a travaillé sur les cabanes, dans les arbres, on a fait des pop-up avec des villes, on a fait tout un tas de choses différentes. Et à force de travailler avec les enfants, j'ai fait des petites maquettes, on a fait des maquettes ensemble, on a fait des boîtes avec les enfants, avec toutes les écoles de Balagne et du Cap Corse, de Bastia. Et à force de faire pour les enfants, je fais aussi pour moi en même temps. Donc j'ai fait toute une promenade en forêt. Et bon, peut-être un retour à la nature en même temps, après les immeubles et les gratte-ciels. Oui, un retour aux sources. Oui, c'est vrai. Hein? Oui, j'ai passé toute mon enfance dans les arbres. Et vous êtes né à Lyon? Oui, mais j'allais dans les monts du Morvan, par là. Ah. Voilà, il y avait beaucoup d'arbres, et donc j'ai passé tous mes étés là-bas. Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ce regard que vous portez sur la nature? Qu'est-ce que vous retenez une fois que vous êtes devant votre toile? Qu'est-ce qui vous dit, ben voilà, je vais commencer comme ça? Alors en général, je commence par les taches de couleur des feuilles. Je dessine parfois la feuille, ou des fois je fais la couleur avant de dessiner le contour de la feuille que j'accroche après aux arbres. Mais je pense pas à l'arbre en entier. Oui. Je prends un morceau de l'arbre, j'oublie les racines, ou alors je fais que des racines, ou alors je fais que le ventre de l'arbre, ou alors que les branches ou les nouvelles branches. Il y a beaucoup de rythme dans ce que vous faites. Oui. C'est-à-dire que c'est très rythmé. Il y a différents styles de dessin. C'est très mouvant. Oui, comme je faisais avant quand je travaillais la période de poisson, je faisais des rythmes avec des pleins et des vides. Là, c'est pareil, j'essaye de combler les vides ou de laisser des respirations entre les endroits actifs, enfin mouvementés. Voilà, qui est un peu Le côté pluriel des choses, c'est ça, c'est-à-dire sur un seul univers, on multiplie les images. C'est pour aller au fond des choses, quoi, pour essayer de comprendre mieux. Le premier tableau a été un petit arbre, enfin un début d'arbre, celui qui est là, et après je suis rentrée dans l'arbre, je suis rentrée dans la forêt, et j'ai oublié l'arbre et j'ai fait que des branches finalement. Il y a aussi des personnages, il n'y a pas que, par exemple, des dessins, des mouvements, il y a aussi un univers, on va dire, humain ou un peu
presque humain, quoi. Oui, c'est vrai, il y a quelques formes humaines qui réapparaissent dans les gros troncs d'arbres surtout. Vous avez, là par exemple, quand vous rentrez dans votre atelier, vous savez déjà ce que vous allez dessiner ou alors c'est en dessinant que C'est en vous... dessinant que ça vient, ouais, Oui. c'est vrai. Ouais. Et comment ça vient justement? Parce qu'après, vous avez un travail préparatoire ou... Bon, je fais des carnets de croquis avec Ouais. des petits dessins, des feuilles, des petits arbres. Je fais des préparations aussi pour les écoles, donc j'ai beaucoup de carnets de préparatoires. Et voilà. Donc, après, je m'en sers, mais je ne copie pas le croquis. J'abandonne le petit format et je fais sans dessiner. Et Avant. vous avez Ouais. toujours cette même lumière, parce que je me souviens d'autres tableaux, sur Bastia notamment, il y a toujours cette même lumière, une lumière qui est forte. Peut-être avec la présence du blanc. Enfin, moi, j'aime bien le blanc, ça permet de respirer. Quand la toile est trop bouchée, c'est trop fermé. Oui, alors donc il y a quand on va souvent au Japon Mhm. et qu'on se retrouve, je sais pas moi, 15 jours après dans une forêt, comment on fait pour... parce que c'est un autre univers. Oui. Bah, au Oui, Japon, il y a aussi des forêts. Quand oui, même, hein. On mais peut oui. aller, j'ai failli me perdre une fois dans une forêt. Ah Quand bon, même, oui, oui. oui, 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 oui. Oui, parce que Parce que j'avais c'est pas vu... pareil que chez nous, donc on Oui, s'aventure et après, c'est pas comme un chemin de Corse où on retrouve pas toujours son chemin. alors vous dessinez des fois devant les enfants, même avec les Oui, enfants. oui, oui, beaucoup. Ça a été Mm. pendant très longtemps une de vos préoccupations. Oui, oui, oui. Je fais des ateliers de pratique artistique dans les écoles, dans le Cap Corse, un peu en Balagne, j'en ai fait à Corté, j'en ai fait beaucoup à Bastia. C'est l'inspection académique qui me propose de faire des ateliers qui me correspondent un peu. C'est-à-dire, comme on sait que j'ai une passion pour l'architecture, pour Bastia en particulier, et pour les mégalopoles. On m'appelle toujours pour faire un atelier de ville futuriste Oui. ou le linge aux fenêtres aussi. Ah oui, très beau, très beau. Oui, parce qu'il y a une vie. Il n'y a pas que le dessin qui vous intéresse. Il Oui. y a quand même de restituer une vie intense ou agréable ou voilà. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas beaucoup de personnages, j'en ai fait quand j'étais jeune, mais maintenant, je m'intéresse moins aux portraits, même aux portraits en pied, mais j'essaye toujours de retrouver la trace de la vie, quoi. Soit le linge mouillé aux fenêtres ou les empreintes de pas sur la plage, une trace de vie. Alors là, nous sommes dans une pièce, dans la galerie Noir et Blanc, évidemment. Et comment vous avez scénarisé votre expo? Ouais, la galerie s'est occupée de tout. Ah, Je dois les remercier. Ils ont été oui, formidables parce que j'étais à Paris et je suis arrivée à midi. Donc, oui, 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 oui. c'est eux qui ont tout fait. Ah oui, oui, Voilà. oui. Mais généralement, c'est pas comme ça que ça se passe. Non, non, non. Mais généralement, les Oui, artistes donnent leur directive. oui, Ça dépend des galeries. Hein. oui, Des fois, oui. on travaille ensemble, mais bon, c'est bien sympa de l'avoir fait. Et le thème, vous l'avez conçu assez vite. Promenade en forêt, c'est quelque chose de très large, très... Oui, c'est-à-dire que j'ai commencé par des arbres et après, je ne savais pas que j'allais faire tout ça pendant 1 an et demi, 2 ans maintenant. Et bon, au fur et à mesure, chaque fois que je redescendais dans mon atelier, je refaisais des arbres incessamment. Donc j'ai dit, il va falloir que je fasse une exposition. Donc j'ai travaillé beaucoup pendant l'été pour cette exposition-là. Mais je la trouve c'est très agréable comme à chaque fois ce que vous faites. J'aime beaucoup. Bon, et il se trouve que votre univers, il est totalement ici. On reconnaît tout de suite, c'est-à-dire que si on ne sait pas, on ne sait pas quelle exposition, mais dès que l'on arrive dans cette pièce-là, je trouve que on se dit c'est Claudia Abattès. Vous avez une identité. Oui, peut-être. Oui, je ne me rends pas compte parce que je me cherche aussi. Enfin, je suis jamais satisfaite de ce que je fais. Donc, des fois, ça fait plaisir d'entendre qu'on arrive à avoir une trace. Alors voilà, si vous avez envie de vous promener, venez ici. C'est le travail de Claudia Abattès, promenade en forêt. Je vous y invite. Alors nous sommes à la galerie Noir et Blanc. Et là, il y a, on va dire, tout un travail qui est fait avec un titre déjà Permanence et Renouveau.
Je vous dis ce titre, comme ça vous allez dire, mais c'est quoi permanence et renouveau? Eh bien, vous allez avoir les explications dans un tout petit moment, parce que je suis à côté de l'artiste, à côté avec José Pigny. Alors ce titre, José, comment vous l'avez, non pas trouvé, hein, mais c'est quoi? C'est une métaphore sur le temps, le chemin fait, le travail effectué. Enfin, comment on peut le lire, ce titre? Alors ce titre, Permanence et renouveau, on l'a trouvé pour une expo qu'on a fait à Pinte, une minuscule expo cet été. Parce qu'à Pinte, on m'avait demandé de participer aux 50 ans du village de Pinte qui était classé. Alors ils ont trouvé, c'est pas moi qui ai trouvé ce titre, ils ont trouvé ce titre, Permanence et renouveau. Et moi, je leur ai donné du travail qui était fait depuis 25 ou 30 ans avec du travail de 2003. Et ça leur convenait très bien, Permanence et renouveau. Mais moi, dans ma vie de tous les jours, c'est Permanence et renouveau, chaque fois. Puisque quand je passe de la sculpture à ça, ce sont deux choses qui sont à peu près différentes, mais qui sont très unies. Ces panneaux-reliefs sont très près de la sculpture que je fais. Donc, Permanence et renouveau, ça peut continuer à vivre comme ça. Ah, mais moi également, je connais très bien votre travail et je ne vois pas trop de différences. Bien sûr qu'il y a des différences, hein, mais je veux dire, les thèmes sont là aussi. Hein. Il y a la force, il y a l'utilisation de différents matériaux avec des signes, des symboles. Oui, il y a une recherche, quoi, voilà. Bien sûr, c'est l'ancrage, parce que je travaille l'ancrage et témoin vigie moins, mais l'ancrage depuis toujours. L'ancrage comme l'écriture. Parce que la matière est déjà une écriture, donc l'ancrage suit avec des phases de renouveau, de recherche, de tension, de plein de choses. Oui. Alors, comment faut-il regarder votre exposition? Est-ce qu'il faut commencer par la pièce dans laquelle nous sommes, ou alors de l'autre côté, ou alors il y a une passerelle? Non, tout se mélange. Oui. Parce que j'ai du mal à faire des séries. Donc je fais des panneaux, puis après ça se mélange. Je ne sais plus, par exemple là, il y a peut-être des années très anciennes, mais pas beaucoup. Et du très récent. Il y a des tableaux là qui ont 3 jours. Ah oui, donc ils sont jeunes. Très jeunes. Ils sont jeunes. Mais alors le matériau que vous utilisez est donc différent à chaque fois. Enfin, vous adaptez, comment ça se passe entre vous? Je travaille avec du matériau qui est très noble. C'est carrément des déchets, je veux dire des déchets de carton, des déchets de fil de fer, des déchets de plomb, tout ce qui est en plomb, c'est des matériaux nobles, très nobles, mais très peu utilisés. Je veux dire, on jette tout, moi je ramasse tout. Alors, il y a un côté accidentel, mais quand même, le travail est là, je veux dire. Le côté accident avec les matériaux que je trouve, parce que je m'adapte avec du fil de fer rouillé, par exemple. Mais derrière, il y a tout un travail pour réaliser des choses avec le fil de fer rouillé. Et c'est pas si simple. Parce qu'on ne peut rien faire avec du fil de fer rouillé. Si on ne le triture pas, si on ne le modifie pas, on ne peut rien en faire vraiment. Et là, dans un texte que vous proposez justement au public, vous parlez de vibration de la matière. Le terme vibration. Oui, la vibration, parce que toute cette matière crée une sorte de poésie sans mots. C'est-à-dire la poésie, c'est la matière. Et à travers ça, on peut passer à travers cette vibration dans le travail que je fais. Par exemple, vous voyez qu'il y a toutes ces vibrations de lamelles, on passe au travers. C'est ça qui est intéressant dans le mélange des matières. Arriver à sortir de là avec une porte. Et oui. Moi, j'ai plusieurs portes. Dans celle-là, de faire du panneau-relief qui deviennent des portes. Et alors, vous avez, je suis sûr, le temps de lire, parce que, bon... Et alors, est-ce que vous avez des lectures
qui coïncident avec ce que vous faites, ou des lectures qui vous amènent tout à fait ailleurs, quoi. Non, non, je travaille beaucoup avec d'anciens récits, même d'anciens récits corses, mais j'ai pas trop le temps j'ai pas trop le temps de lire. Bon, je sais ce qui se passe, mais j'ai pas trop le temps de lire. Donc c'est quasiment d'instinct que je fais beaucoup de choses. Et par exemple, est-ce qu'il y a un terme qui, par exemple, comme celui d'enracinement, qu'est-ce que ça vous dit tout de suite quand vous lisez ce terme, vous l'entendez, enracinement? L'enracinement, quand les racines, bon, on les a. Oui. On est né ici, on a les racines. Oui. Mais les racines vont plus loin. Les racines nous ouvrent les portes d'autres continents et d'autres cultures. Donc moi, je suis toujours attentif à être ouvert. Que ce soit dans le travail que je fais, mais que ce soit aussi dans la vie. Je suis toujours ouvert et très attentif parce qu'on a besoin de ces racines. On ne peut pas perdre ça. Oui, c'est sûr qu'il y a des évolutions, mais nos origines sont près de nous tout le temps. Voilà, nos origines sont près de nous. L'évolution du travail que je fais est intéressant parce qu'il y a les racines derrière, et ça vaut vraiment le coup de se pencher sur le fonctionnement je reviens toujours à la matière, du fonctionnement des entrelacs, de certaines choses que je fais qui sont liées, qui sont liées aux racines, bien sûr. Je pense aux arbres, je pense à tout ça, je pense aux vieux murs, je pense aux tours génoises, je pense à plein de choses. On est en Méditerranée. Et ça me travaille beaucoup. Et ça m'intéresse beaucoup. C'est une très belle exposition parce qu'elle est rigoureuse, elle est forte et enracinée, pour ne pas répéter 100 fois le mot, mais quand même, il y a un enracinement terrible. Voilà. Alors, maintenant, il ne vous reste qu'une seule chose, mais très importante, très, très, très importante. C'est à vous rendre et à venir voir l'exposition de José Pigne à la galerie Noir et Blanc. Voilà. Bonne exposition. Una stonda di spartera e di cultura, un'emissione d'André Casabianca.